Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Les rapports ou les relations entre la conscience et le corps, à travers le regard philosophique de certains des plus grands philosophes de l'histoire. Ces rapports seront appréhendés sous plusieurs angles. Au 1, nous aurons à examiner les arguments portant sur l'union entre l'âme et le corps, et au 2, nous parlerons de la séparation des deux substances. Une séparation qui s'articulera sur la supériorité de l'âme sur le corps d'un côté avec les philosophes idéalistes et la supériorité du corps sur l'âme de l'autre avec les philosophes matérialistes. Avant de continuer, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne, puis d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas surtout de partager à la fin de votre visionnage. C'est parti. Commençons par l'union de l'âme au corps avec Lucrèce et René Descartes. Poète et philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce est principalement connu pour son œuvre De Rerum Natura, de la nature des choses. Il soutenait que tout, y compris nos pensées et notre conscience, découle des interactions physiques des atomes. Pour Lucrèce, l'âme et le corps sont inséparables, et la mort signifie simplement la dispersion de ces atomes. Dans son poème philosophique précité, Lucrèce défend une vision matérialiste du monde inspirée par l'épicurisme. Lucrèce soutient que tout ce qui existe, y compris l'esprit et la conscience, est composé de matière. Selon lui, l'âme ou l'esprit est une sorte de corps subtil, constitué d'atomes, qui interagit étroitement avec le corps physique. Cette vision matérialiste s'oppose aux idées platoniciennes selon lesquelles l'âme serait une entité immatérielle. Pour Lucrèce, la conscience n'est pas séparée du corps, mais en est une fonction. Les sensations, les pensées et les émotions sont des expériences physiques qui émergent des interactions entre le corps et l'environnement. La perception et la raison résultent de mécanismes corporels. Ainsi, la conscience est immanente à la vie corporelle. Dans la perspective de Lucrèce, la mort est un phénomène naturel et inévitable. Il affirme que l'âme meurt avec le corps, assimilant ainsi les aspects spirituels aux éléments physiques. Cela adoucit la peur de la mort, car une fois le corps détruit, il n'y a plus de souffrance et donc plus de conscience. Lucrèce aborde aussi la question du destin. En réduisant les phénomènes à des interactions atomiques, il laisse peu de place à des forces extérieures influençant la conscience. Cela amène cette dernière à se voir comme une émanation libre des mouvements corporels, même si elle est déterminée par des causes matérielles. Le corps et l'âme forment donc une seule substance indivisible. Ce qu'on appelle âme est dans l'être humain une puissance corporelle d'agir. La conscience ou l'âme est indispensable au corps et inversement. La sensation éprouvée, par exemple, n'est pas autre chose que le résultat du fonctionnement combiné de l'âme et du corps. En ce sens, Lucrèce affirme dans son livre intitulé « De la nature des choses » que cette âme ainsi composée se trouve abritée par l'ensemble du corps, dont elle-même assure à son tour la garde et le salut, car des racines communes les tiennent étroitement unies, et l'on ne peut évidemment les séparer sans les faire périr. En d'autres termes, l'âme est pour l'atomiste Lucrèce, une partie du corps au même titre que les pieds, les mains ou les yeux. Ils sont tellement solidaires l'un de l'autre qu'il est impossible d'envisager leur désunion. En somme, chez Lucrèce, la conscience est intrinsèquement liée au corps, échappant à toute dualité. Sa pensée matérialiste présente la conscience comme une résultante des interactions physiques, mettant en avant une vision intégrée de l'individu. Cela pose des réflexions riches et complexes sur la nature même de l'être humain et ouvre la voie à de nouvelles considérations sur la relation entre le corps et l'esprit. À côté de Lucrèce se trouve René Descartes,
un autre adepte de l'union de l'âme au corps. Philosophe français du XVIIe siècle, René Descartes est l'un des penseurs majeurs de la philosophie moderne, connu surtout pour sa célèbre phrase « cogito ergo sum », qui signifie en français « je pense donc, je suis », et sa conception dualiste de l'esprit et du corps. La vision de Descartes sur les rapports entre la conscience ou l'esprit et le corps se comprend mieux à partir de son dualisme. Car, dans ses analyses, Descartes soutient que, bien qu'ils soient distincts, l'esprit et le corps interagissent. Cette interaction se fait par la glande pinéale, qu'il considère comme le siège de l'âme. Par la relation de la perception et la sensation, Descartes explore également comment les sensations corporelles informées par le monde extérieur peuvent influencer la pensée. Il analyse comment le corps envoie des signaux au cerveau, mais c'est l'esprit qui interprète et donne sens à ces signaux. Ainsi, bien que les sensations soient physiquement liées au corps, leur compréhension et leur signification relèvent de la compétence de la conscience. La conscience compose donc un seul tout avec le corps. La conscience est liée au corps par le simple fait que l'on ne saurait prendre conscience de l'action du doute sans l'existence préalable de l'homme, qui d'ailleurs ne s'affirme homme que dans la cohabitation de l'âme et le corps. C'est ainsi que dans ses méditations métaphysiques, Descartes affirme « Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un seul tout avec lui. » Il justifie ce rapport de fusion entre l'âme et le corps par les multiples sentiments et sensations éprouvés par l'homme tels que la soif, la faim, la douleur, les saveurs et bien d'autres. Ceux-ci se manifestent pourtant au niveau du corps, mais ont des répercussions sur l'âme. Autrement dit, l'homme est conscient de ce qui affecte son corps grâce à cette union du corps et de l'âme. Descartes a donc introduit l'idée du dualisme, comme nous l'avons déjà dit plus haut, suggérant que l'esprit et le corps sont des entités distinctes, mais unies. Cependant, l'idée de l'union entre la matière et la pensée est loin de faire l'unanimité de tous les intellectuels. C'est ainsi qu'interviennent les partisans de la séparation de ces deux entités. Comme nous l'avons dit plus haut, cette séparation met en évidence les arguments des idéalistes d'un côté et ceux des matérialistes de l'autre. Commençons par les idéalistes qui, en séparant l'âme du corps-corps, démontrent en même temps la supériorité de l'âme sur le corps. En effet, étant dualiste, Descartes n'a pas oublié de monter la supériorité de l'âme sur le corps, ce qui le conduisit même à prôner leur séparation. Selon lui, le corps est périssable ou mortel, c'est le siège des sentiments et des apparences. L'âme, par contre, est immortelle et infaillible. Sur le plan de la connaissance, par exemple, c'est l'âme qui est la source des vraies connaissances, contrairement au corps qui est la source d'illusions. Cela paraît aussi évident lorsque Descartes déclare dans ses méditations métaphysiques que « je pense donc je suis », car il en découle que ce n'est pas le corps, mais plutôt la conscience qui définit ou caractérise l'homme. Cette faculté fait de lui non seulement un être supérieur à tous les autres sur Terre, mais mieux encore, l'unique être sur Terre, capable d'accéder à la connaissance immédiate de ses états intérieurs et du monde extérieur par lui-même. C'est elle seule qui confère à l'homme une essence. D'où cette affirmation de Descartes, tirée de son discours de la méthode, de sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps. En ce sens, l'âme peut exister sans le corps, car ce n'est pas le corps qui donne un contenu à l'âme, elle est innée et porte des idées innées. Elle existe et connaît par elle-même en tant que pensée pure. Jetons maintenant un œil à Platon. La vision de Platon sur les rapports entre l'âme et le corps
est centré sur son dualisme ontologique, qui distingue deux types d'existence. Le monde sensible, celui des corps, et le monde intelligible, celui des idées. Dans son dualisme de l'âme et du corps, Platon considère l'âme comme immortelle et divine, tandis que le corps est perçu comme temporaire et matériel. Dans son dialogue Le Phédon, il soutient que l'âme préexiste au corps et survit après la mort. Ce dualisme implique que l'âme est supérieure au corps et que sa vérité réside dans le monde des idées, d'où sa théorie de la supériorité de l'âme sur le corps. Car, étant une partie rationnelle, l'âme aspire à la connaissance et à la vérité du monde intelligible. Avec sa théorie des idées, Platon montre que les vérités les plus élevées, telles que la justice et la beauté, appartiennent au domaine des idées et ne peuvent être appréhendées que par l'âme, en dehors des illusions du monde sensible. Le corps, en revanche, est une copie déformée des idées, source principale des illusions. C'est pourquoi Platon suggère la délivrance de l'âme prisonnière dans le corps. L'une des tâches majeures de l'homme est donc de libérer son âme des entraves du corps. Cela peut se faire par la philosophie, qui permet d'accéder à la vérité et de réaliser la nature immortelle de l'âme. Platon croyait en l'existence d'une âme immatérielle qui préexiste et survit au corps. Dans sa vision, le corps est un vaisseau temporaire pour l'âme, qui aspire à atteindre la connaissance des formes éternelles. À ce propos, Platon affirme dans le Phédon que le corps intervient sans cesse dans nos recherches. Il jette le trouble et la confusion et nous paralyse au point qu'il nous rend incapables de discerner la vérité. En ce sens, le corps est un faux compagnon, une sorte de cimetière duquel l'âme doit se débarrasser pour accéder à la liberté et à la vérité. Voilà pourquoi Platon pense que le corps ne serait pour l'âme qu'une prison, un tombeau que l'âme aspire à quitter dès la mort du corps. La supériorité de l'âme sur le corps se justifie donc par son immortalité et par le fait qu'elle est la source sûre de nos connaissances. En résumé, la vision de Platon sur les rapports entre l'âme et le corps fait ressortir une hiérarchie où l'âme est valorisée par rapport au corps, reflétant son intérêt pour la philosophie, la moralité et l'immortalité. Cette vision dualiste a grandement influencé la pensée philosophique et religieuse ultérieure. C'est ainsi qu'interviennent les philosophes matérialistes, à l'instar de Nietzsche et Karl Marx, qui, quant à eux, surestiment le corps au détriment de l'âme. Friedrich Nietzsche, par exemple, propose une perspective différente. Nietzsche critiquait le dualisme traditionnel esprit-corps, soulignant l'importance du corps dans le façonnement de la conscience. Si pour la tradition métaphysique comme Platon et Descartes, la conscience ou l'âme est supérieure au corps, cela est loin d'être une vérité indubitable aux yeux des matérialistes qui surestiment la matière au détriment de la pensée. En effet, selon Nietzsche, le corps est supérieur à la conscience, car la conscience ne se forme pas indépendamment du corps, elle est toujours déterminée par les conditions sociales dans lesquelles vit l'homme. C'est à travers elles aussi que l'on peut saisir le sens de certains phénomènes psychiques et l'évolution de la conscience suivant le temps et l'espace. En dehors du corps ou de la matière, la conscience, l'âme ou l'esprit demeurent vides et insaisissables. La conscience représente donc ce qu'il y a de moins achevé dans l'évolution du système organique, ce qu'il y a de plus faible et borné et voire même superflu et inutile en fait et en théorie, tandis que le corps est achevé, connu et donc plus utile. De ce fait, la conscience occupe le second rang par rapport au corps qui est d'une importance première, comme le stipule cette phrase de Nietzsche, extraite de La volonté de puissance, tout le conscient est d'importance secondaire. Enfin, parlons de Karl Marx. La perspective matérialiste de Marx se concentrait sur la manière dont les conditions matérielles et les facteurs socio-économiques façonnent la conscience humaine.
Il soutenait que nos pensées et nos croyances sont en grande partie des produits de notre environnement social et de nos conditions de travail. Pour Marx, changer les conditions matérielles est essentiel pour transformer la conscience. C'est donc le corps qui donne un contenu à la conscience. Karl Marx en dit plus dans la contribution à la critique de l'économie politique lorsqu'il affirme « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » En d'autres termes, c'est l'existence matérielle qui jette une lumière sur la conscience. On pourrait donc la comparer à un simple miroir où se réfléchissent le réel et le vécu. Ainsi, de l'atomisme de Lucrèce au dualisme de Descartes, en passant par l'idéalisme de Platon, l'accent mis sur le corps par Nietzsche et le matérialisme de Marx, chaque philosophe offre une perspective unique pour examiner la connexion entre la conscience et le corps. Cette exploration ne fait pas qu'enrichir notre compréhension de la nature humaine. Elle nous encourage également à réfléchir à nos propres expériences. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette plongée dans la pensée philosophique, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu sur la philosophie et la condition humaine. À la prochaine.